Nous sommes le lundi 21 janvier, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette principale rendez-vous de l'information de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale représente le chef de l'État au 4e sommet économique et social de la Ligue arabe à Beyrouth. En RDC, Martin Fayoulou se déclare seul président légitime. Fin de citation. Voilà pour le sommaire, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a représenté le président de la République au 4e sommet économique et social de la Ligue arabe qui a eu lieu à Beyrouth hier, dimanche 20 janvier. Plus de 27 points étaient à l'ordre du jour au sommet, notamment la zone franche arabe du commerce, la sécurité alimentaire, la gestion du marché arabe commun pour le courant électrique, l'économie numérique ainsi que d'autres points concernant les questions des femmes, des enfants et de la pauvreté. Rappelons que le chef de la diplomatie était accompagné d'une importante délégation comprenant l'ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte, au Liban et représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Dour Hersi, dans le cadre de cette mission de travail à Beyrouth. Les pays arabes ont appelé hier la communauté internationale à redoubler d'efforts pour garantir le retour des réfugiés dans leur pays et alléger le fardeau des pays hôtes. Malgré l'absence d'une majorité écrasante des dirigeants de la Ligue arabe, le Liban a accueilli le sommet arabe pour le développement économique et social. Dans la déclaration de Beyrouth, les responsables arabes ont adopté une série de décisions, notamment en ce qui concerne le suivi de la mise en place de la grande zone de libre-échange arabe et les exigences de l'union douanière arabe. Dans son discours lors de cette séance d'ouverture, le chef de la diplomatie djiboutienne a affirmé en langue arabe que les problèmes de développement urgent auxquels affrontent les pays arabes deviennent de plus en plus complexes et difficiles compte tenu de la situation délicate dans le monde arabe. Il a appelé à unir les efforts afin de surmonter les défis existants et activer l'action arabe commune. Le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer l'élaboration d'un plan arabe global fondé sur des projets de développement conjoint. Dans la foulée, le ministre djiboutien a appelé au renforcement de la solidarité arabe à tous les niveaux et au soutien des pays arabes les moins développés. Il a également souligné l'importance du rôle de secteurs privés dans le domaine de la promotion de la croissance dans le monde arabe. Retour à Djibouti où le palais de justice a abrité hier la rentrée judiciaire de 2019 conformément à la loi numéro 4 de l'année 2018, 8e législature portant code de procédure civile et notamment l'article 12 qui stipule en son alinéa première année judiciaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre, placé sous l'égide du garde des Sceaux Moumini Ahmad Cher et de la première présidente de la cour d'appel Nima Ali Warsama. La cérémonie annuelle a regroupé sur place un bon nombre de magistrats, des greffiers, des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie. La troisième salle d'audience du palais de justice était noire de monde car les lieux ont abrité la rentrée judiciaire de l'année 2019. L'événement a vu la participation du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Moumini Ahmad Cher, la première présidente de la Cour d'appel, Nima Ali Warsama, des juges de la Cour d'appel et du tribunal de première instance, des greffiers, des huissiers, des officiers et de la police et de la gendarmerie. Eh bien, lors de cette journée, le ministre de la Justice a pris la parole et s'est exprimé en ces termes. 2018 a été marqué, comme vous vous rappelez, d'un crime odieux qui a eu lieu à Ali Sabieh, jamais vu jusqu'à ce jour dans notre pays. Une jeune lycéenne a été violée et assassinée par 3 individus majeurs. L'extrême brutalité de ce crime montre notre société traditionnellement respectueuse de la femme, des personnes vulnérables, est en train de changer, si elle n'a pas changé totalement. Face à cette évolution, nous devons agir
avec beaucoup de fermeté et de sévérité. Le gouvernement et le ministère de la Justice ne peuvent ni accepter ni tolérer les violences basées sur le genre, quelle que soit leur forme. Le parquet doit systématiquement poursuivre les individus qui commettent des agissements en dépit des transactions familiales qui se font au détriment de la victime. Les peines les plus lourdes doivent être requises pour les crimes les plus graves comme le meurtre ou les violences. D'ailleurs, des peines planchées seront instituées sous peu. Une protection doit être garantie aux mineurs qui sont de plus en plus confrontés à la loi comme auteurs ou comme victimes, conformément à notre code de protection des mineurs et à nos engagements internationaux. L'emprisonnement doit être la solution de dernier recours. Ils seront renforcés et élargis aux adultes qui ont un bon comportement durant leur détention. Nous devons également lutter contre la délinquance économique et financière dans le cadre du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme, mais aussi la fraude et la corruption pour renforcer la confiance de la population. Par ailleurs, notre pays est de plus en plus confronté à un phénomène nouveau. C'est le phénomène de la contrebande qui a, comme vous le savez, des conséquences négatives sur notre économie. Ce commerce illicite constitue également un grand risque pour la santé publique. En effet, les marchandises objets de la contrebande sont souvent des cigarettes ou des médicaments périmés, ce qui est très nocif à la santé. Compte tenu de la gravité de la situation et conformément aux instructions du premier magistrat de ce pays, en l'occurrence le président de la République, je demande à l'ensemble des magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet, d'être fermes et de requérir systématiquement des peines d'emprisonnement contre les auteurs de contrebande et aussi les receleurs. Je ne manquerai pas d'attirer votre attention liée la délinquance liée aux réseaux sociaux. En effet, des individus se réclamant de l'opposition ou des activistes des droits de l'homme insultent et diffament chaque jour des honnêtes citoyens ou des personnalités respectables. Nous devons les poursuivre et les traduire devant la justice. Ces délinquants d'un nouveau genre. Autre actualité de ce 15h, le ministre de la Santé, Dr Jamael Maoukia, a présidé hier matin une cérémonie dédiée au partenariat tripartite entre la République de Djibouti, le Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement dans le domaine de la santé. Les détails dans cette séquence. La cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple avec la participation de Madame l'ambassadrice du roi Mohamed VI du Maroc, Madame Nezda Alaoui Mahamadi, du représentant de la Banque islamique de développement et du directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale. Ensuite, à la visite de travail du ministre de la Santé, Dr Jamael Maoukia, au Royaume chérifien en mars 2017, ce projet de collaboration comporte plusieurs volets, notamment un programme de développement, d'implémentation et d'évaluation de la surveillance clinique et électronique de grossesse à risque et de l'accouchement dans les maternité de Djibouti. Dans son allocution, Madame l'ambassadrice du roi Mohamed VI du Maroc, Madame Nezda Alaoui, a salué l'excellence des relations entre les deux pays. Placées sous le signe de l'excellence, les relations entre nos deux pays se traduisent par de nombreux projets et actions concrets, couvrant ainsi différents domaines d'intérêt commun, mais surtout en faveur du développement durable de nos pays. À cet égard, et à l'instar du renforcement des capacités des compétences humaines, le domaine de la santé est aujourd'hui identifié par les autorités de nos deux pays pour mettre en commun nos efforts pour le bien-être de nos populations, illustrant ainsi une dynamique prometteuse de coopération sud-sud. Le directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, Mohamed Metaoul, a mis en exergue dans son intervention le travail accompli entre les deux pays. Cette coopération, relayée par l'ANSI et ses partenaires, consiste à partager l'expérience et le savoir-faire marocain avec nos frères et sœurs du continent, illustrant ainsi
une coopération sud-sud, solidaire et agissante. En 30 ans, l'ANSSI a ainsi réussi à avoir une expérience reconnue, une crédibilité avec des résultats significatifs sur le plan africain dans ces 4 domaines d'intervention. Dans son allocution, le ministre de la Santé, Dr Jamel Maoukié, a réitéré ses vives félicitations à l'ensemble des parties prenantes engagées dans cette parfaite collaboration fructueuse des 2 nations. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de la République de Djibouti à atteindre les objectifs de développement durable. Je suis heureux de constater qu'un travail considérable a été abattu depuis le démarrage de ce projet. En marge de cette cérémonie, le directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale a remis aux mains du ministre de la Santé djiboutien un important lot d'appareils de monitoring destinés à renforcer la capacité de diagnostiquer et de prise en charge dans les maternités de Djibouti. Par la suite, une convention de partenariat a été signée entre le directeur de l'hôpital général Pelletier et le directeur du CHU Ibn Sina. Cet accord donne à l'hôpital Pelletier la possibilité de bénéficier de l'expertise et de l'expérience marocaine pour amorcer sa propre transformation en centre hospitalo-universitaire. Toujours dans la journée d'hier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmad, a reçu dans son bureau le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd Mahmoud. En prit également part à cette entrevue Hussein Rida Chroblé, directeur de l'Environnement et du Développement durable, Habib Ibrahim, directeur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Le ministre a fait part de l'engagement et de l'entière disponibilité de son département pour travailler en étroite collaboration avec l'ANPH pour la prise en compte des préoccupations des personnes à mobilité réduite, notamment en termes d'accessibilité à tous les bâtiments recevant du public. Journée chargée toujours pour le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmad, qui a reçu une délégation conduite par Dr Frank Mentrup, maire de la ville de Karutsch en Allemagne. Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre, dont Madame Anne Colston, ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne à Djibouti, Aden Mohamed Dileita, ambassadeur de Djibouti en Allemagne, et aussi Habib Ibrahim Mohamed, directeur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Durant cette entrevue, le ministre a remercié cette délégation pour son intérêt porté à la République de Djibouti à travers cette volonté de coopération dans les domaines de l'urbanisme et de l'environnement. Il a fait part de la disponibilité et du souhait de son département à collaborer donc avec la ville de Karutsch, dont le maire s'est dit ravi de pouvoir travailler avec Djibouti dans le cadre d'une coopération technique dont les axes pourront être approfondis. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guidi, a également reçu en fin de matinée dans son cabinet cette délégation allemande conduite par l'ambassadrice d'Allemagne accréditée à Djibouti, Anke Johnston, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Adel Mohamed Dileita, le maire de la ville de Karutsch, Dr Frank Mentrup, et le directeur général de l'ODEC, Dr Rayad Moussa Ahmed. L'Institut technologique représenté par des représentants de différentes enceintes et l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique représenté par Dr Rayad Moussa Ahmed ont signé le 20 janvier 2019 un accord de coopération en présence du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guidi. L'objectif de cet accord est de former des jeunes cadres djiboutiens dans les domaines de l'énergie géothermique et de renforcer le système de financement dans ce cadre. Toujours dans la continuité de prise de contact de la ministre somalienne avec les membres du gouvernement et les hautes autorités du pays, la secrétaire d'État aux affaires sociales et la ministre au logement, respectivement Mouna Ousmane Adan et Amina Abdi Adan, ont successivement reçu hier après-midi la ministre des Femmes et des Droits de l'Homme somalienne, Derra Yassine Hadji Youssouf. Elle a été introduite auprès de 2 responsables du gouvernement par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan. Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation somalienne conduite par Madame Derra Yassine Hadji, ministre des Femmes et des Droits de l'Homme. Lors des entretiens entre les membres du gouvernement et la ministre somalienne, les discussions ont essentiellement porté sur le développement et la protection de la petite enfance qui est souvent victime de mutilation génitale féminine, qui est certes une pratique néfaste pour la santé. Ils ont ainsi échangé des idées, des initiatives au vu de l'expérience de notre pays en ce qui concerne la lutte contre les MGF. D'autres rencontres sont prévues pour la ministre somalienne avec les responsables de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, le médiateur de la République et la présidente
comptes de la Cour des comptes. Dans son allocution, la ministre des Femmes et des Droits de l'Homme somalienne Derra Yassine Hadji Youssouf a reconnu que la République de Djibouti est un bon exemple en matière de législation dans sa lutte acharnée afin d'éradiquer à jamais toute mutilation, quelle que soit sa forme. Elle a ainsi souligné que Djibouti est un bel exemple d'inspiration pour la Somalie afin de rétablir les lois régissant et régulant pénalement la pratique des MGF. Elle n'a pas manqué de remercier les autorités djiboutiennes et son homologue de l'accueil chaleureux réservé à elle et à ses délégations. À l'issue des différentes rencontres, la ministre djiboutienne de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan, a dans une interview accordée à notre reporter Hussein Aouled rappelé l'objet de la mission de cette délégation somalienne conduite par Madame Derra Yassine. L'objectif de sa mission était de s'inspirer des programmes, des initiatives et surtout des textes juridiques que le gouvernement de la République de Djibouti a élaborés pour la protection et le développement de la petite enfance et en particulier la lutte contre les MGF, car la République de Somalie est en train d'élaborer des textes et des lois pour la protection et le développement de la petite enfance et en particulier la lutte contre les MGF. Donc, dans le cadre de sa visite, le ministère de la Femme et de la Famille a souhaité aussi partager avec elle l'expérience de la République de Djibouti, programmes, initiatives et textes de loi élaborés dans les thèmes que je viens de citer, c'est-à-dire la protection et le développement de la petite enfance et la lutte contre les MGF, mais j'ai souhaité aussi qu'elle puisse s'entretenir avec les hauts responsables du pays qui, de près ou de loin, s'investissent dans ces deux domaines, le domaine du développement et la protection de la petite enfance et le domaine de la lutte contre les MGF. Nous avons rencontré le ministre de la Justice, nous avons rencontré le président du Haut Conseil national de droits de l'homme, nous avons rencontré la présidente de la Cour d'appel, nous avons rencontré la ministre des Affaires sociales, la ministre de l'Urbanisme et du Logement, nous tenant à ce que durant son séjour, elle puisse s'entretenir et discuter profondément, en profondeur, avec les responsables de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Comme nous le savons tous, c'est l'institution pionnière dans la lutte contre les MGF. Durant une semaine, du 14 au 21 janvier, une équipe des inspecteurs du ministère délégué chargé du commerce, conduite par le directeur du commerce intérieur, Mokarram Fouad, a lancé des opérations de contrôle inopinées de grande envergure au niveau donc, de deux régions, à savoir Dikili et Alisabié. Ces opérations se sont déroulées en collaboration avec les préfectures de la gendarmerie nationale. L'objectif principal de cette mission consiste à s'assurer d'une part du respect des prix homologués par le ministère du commerce et d'autre part inspecter sur la qualité des denrées alimentaires de première nécessité commercialisées. Après avoir sillonné les différents points de vente, grossistes et détaillants, les inspecteurs du ministère ont constaté que le prix pratiqué sur le pétrole, lampion, kérosène dépassait largement les prix fixés par le ministère du commerce. Par la même occasion, il a été constaté que des produits alimentaires périmés sont vendus dans plusieurs lieux du commerce. Les commerçants profitent du manque d'information des clients qui ne regardent pas les dates limites de consommation indiquées sur les étiquettes après avoir saisi les produits de mauvaise qualité et dangereux pour la santé du consommateur. Des pénalités financières ont été infligées aux commerçants en infraction. En dernier lieu, le ministère du Commerce saisit cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer au prix, tout en rappelant que les pratiques inflationnistes sont passibles de sanctions et poursuites pénales conformément au texte de loi en vigueur à Djibouti. En nouvelle du monde, 10 casques bleus tchadiens tués dans une attaque djihadiste au Mali. L'une des plus meurtrières attaques de djihadistes contre l'Organisation des Nations Unies au Mali a coûté hier la vie à 10 casques bleus tchadiens au moment où Paris annonce la reprise des opérations de la force du G5 Sahel.
10 casques bleus tchadiens ont été tués donc, et au moins 25 autres ont été blessés hier dans une attaque djihadiste dans le nord-est du Mali. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un communiqué. Il a condamné avec fermeté ce qu'il a qualifié d'attaque complexe contre la base de l'ONU à Ugolok, près de Kidal, une région toujours en proie à la menace djihadiste malgré plusieurs années d'intervention internationale. Et pour terminer en RDC, je vous le disais en titre, Martin Fayoulou se déclare seul président légitime. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a validé la victoire de la présidentielle de Félix Tshisekedi après avoir rejeté le recours de Martin Fayoulou, autre candidat d'opposition. Selon Fayoulou, un accord secret a été conclu entre Tshisekedi et le président sortant Joseph Kabila pour empêcher de prendre le pouvoir. Il estime avoir remporté 60% des voix et a appelé le peuple à ne pas reconnaître la décision de la Cour constitutionnelle. L'Union africaine avait demandé de son côté la suspension de la proclamation des résultats définitifs à cause des doutes sérieux sur leur conformité. L'Union européenne a pour sa part affirmé que les doutes subsistaient sur la conformité des résultats et appelé les partis à s'abstenir de toute violence et à coopérer avec la délégation de l'Union africaine attendue aujourd'hui à Kinshasa. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.